Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble quelques-unes des dernières publications marquantes en médecine de la reproduction. Un tour d'horizon pour rester à la pointe de notre domaine. Cette citation, elle nous parle, n'est-ce pas? C'est exactement ça, notre quotidien. Rester à jour dans un domaine qui avance si vite, c'est un véritable défi. Mais c'est aussi ce qui rend notre pratique absolument passionnante. Alors, voilà le programme que je vous propose. On va commencer au cœur du réacteur, dans le laboratoire. Puis on remontera vers la clinique pour parler protocole. Ensuite, on prendra un peu de hauteur pour questionner notre approche de certains syndromes. Et on terminera sur l'essentiel, la dimension humaine de notre travail. Allez, on commence tout de suite, direction le labo, avec des innovations qui touchent directement nos collègues andrologues et embryologistes. Premier focus sur la hémocothéèse. C'est une technique chirurgicale vraiment intéressante pour la préservation de la fertilité, spécifiquement chez les patients qui ont un cancer du testicule et une azoospermie. On intervient au moment même de l'orchidectomie. Et concrètement, comment ça marche? Eh bien, après l'orchidectomie, on passe à une microdissection très fine du testicule, loin de la tumeur évidemment, pour aller chercher les spermatozoïdes. Et les résultats peuvent être spectaculaires. Une étude de cas rapporte la cryoconservation de 200 000 spermatozoïdes mobiles. C'est juste énorme. C'est un véritable espoir pour un projet parental futur. On reste au labo, mais on passe de la récupération à la fécondation. Il y a eu un nouvel essai multicentrique très intéressant sur la technique piézo-XI. Vous savez, cette technique qui utilise des impulsions piézoélectriques pour une injection plus douce dans l'ovocyte. Alors, qu'est-ce que ça donne par rapport à l'ICSI classique? Eh bien, les résultats sont assez nets. On observe de meilleurs taux de fécondation, une meilleure qualité embryonnaire et, point très important, moins de dégénérescence des ovocytes. Bref, c'est un gain sur quasiment tous les tableaux pour l'embryologiste. Bon, de beaux succès au laboratoire, c'est une chose. Mais on sait bien que tout ça dépend de ce qui se passe en amont, en clinique. Voyons donc comment les dernières données peuvent nous aider à affiner nos protocoles. La question est un classique, mais elle reste cruciale. Dans les transferts d'embryons congelés sous traitement substitutif, y a-t-il un taux d'estradiol idéal à viser? Et il semblerait bien que oui. Une étude de cohorte prospective portant sur plus de 400 femmes a permis d'identifier une sorte de fenêtre de tir optimale pour l'estradiol le jour du transfert, entre 292 et 409 picogrammes par millilitre. Et ce graphique, il est vraiment parlant. Regardez, on voit très clairement ce pic de naissance vivante à 59% pile dans cette fenêtre. Mais dès qu'on est en dessous ou au-dessus, les taux chutent de manière drastique. C'est la preuve visuelle que l'équilibre hormonal est un jeu de haute précision. On continue avec une autre étape fondamentale du bilan d'infertilité, un sujet qui alimente pas mal de débats entre nous, le fameux duel sono-hystérographie versus hystérosalpingographie. D'un côté, on a les partisans de la sono, qui la jugent plus polyvalente, plus confortable. De l'autre, les défenseurs de la GSG, la technique éprouvée et fiable. Ce débat met bien en lumière que même pour nos examens de base, le choix clinique est loin d'être simple. Maintenant, je vous propose de prendre un peu de recul. On va s'intéresser à des publications qui nous poussent à revoir notre façon de penser de syndromes majeurs de notre spécialité. D'abord, le SOPK. Un article récent nous alerte sur une dérive possible. En traitant le SOPK comme une seule et même maladie, on aurait un peu oublié qu'il existe en réalité 4 phénotypes bien distincts. L'idée, c'est que cette simplification à outrance pourrait en fait freiner la recherche et l'adaptation des traitements. Et les auteurs ne mâchent pas leurs mots. Pour eux, cette définition trop large du SOPK n'a pas aidé. Bien au contraire, elle aurait même semé la confusion. C'est une critique assez forte qui mérite qu'on s'y attarde. Et pour l'endométriose, une piste vraiment fascinante émerge. Que diriez-vous si une composante infectieuse était en jeu? Une étude a montré que le traitement d'une endométrite chronique par antibiotiques chez des patientes atteintes d'endométriose entraînait une baisse du CA-SOL25. Ça ouvre des perspectives complètement nouvelles, il faut bien l'avouer. Pour finir, sortons un peu de la technique pure pour aborder des dimensions tout aussi essentielles de notre pratique, l'éthique, les mots que nous utilisons et le cadre légal. Un petit détour par le droit français qui offre une approche intéressante sur le statut de l'embryon. Ce n'est ni une personne, ni un objet, mais une entité avec un statut juridique propre. C'est une construction assez subtile qui vise à trouver un équilibre entre la protection de la vie humaine potentielle et la nécessité de faire avancer la recherche. L'importance des mots, on n'y pense pas toujours assez. L'ASRM vient de publier un rapport qui insiste là-dessus, en recommandant par exemple d'utiliser le terme « chirurgie d'affirmation de genre ». Ce n'est pas qu'un détail sémantique. C'est un pas de plus vers une pratique plus juste, plus inclusive et plus respectueuse du parcours de chaque personne. Et on termine ce tour d'horizon avec cette question.
Une question qui, je pense, est au cœur de tous nos questionnements actuels. Nos technologies sont de plus en plus puissantes, c'est indéniable. Mais comment s'assurer qu'elles ne deviennent pas un écran? Comment faire en sorte que cette maîtrise technique ne nous éloigne pas de l'écoute, de la compréhension profonde de la personne en face de nous? Maintenir cet équilibre entre la science et l'humain, c'est sans doute ça notre plus grand et notre plus beau défi. Merci beaucoup pour votre attention.